Madame, Monsieur, bonsoir. Le processus des États de l'Afrique atlantique, une ambition sur les rails pour le co-développement des 23 pays de la façade atlantique du continent. Le projet est amorcé sur plusieurs fronts. Ainsi, Rabat a accueilli hier et aujourd'hui le Forum des ministres de la Justice de l'Afrique atlantique. Objectif, suivre les tendances actuelles de la coopération et ainsi anticiper les mécanismes futurs avec une approche bien sûr coordonnée mais aussi globale qui vise à son tour à faire face aux défis auxquels sont confrontés les pays africains à l'interface atlantique. Des défis divers d'ordre juridique, sécuritaire, climatique ou encore socio-économique, des défis qu'il est important de relever pour attirer davantage d'investissements et aussi et surtout institutionnaliser cet espace afro-atlantique. Dans le discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, le souverain a exprimé son souhait que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Cette vision s'inscrit dans la doctrine de coopération sud-sud voulue par le souverain depuis plus de 2 décennies maintenant. Et force est de constater que la majorité des pays africains riverains de l'Atlantique partagent cette vision, puisque depuis la première réunion ministérielle des États africains de l'Atlantique le 8 juin 2022, plusieurs étapes ont été franchies dans la mise en œuvre de la déclaration de Rabat. L'espace africain de l'Atlantique, c'est 46% de la population africaine et un peu plus de la moitié du PIB du continent. Mais le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, ne laisse pas les pays enclavés en reste et ainsi naquit l'Afrique Atlantique Sahel. Pour le débat de ce soir, j'accueille d'abord en plateau le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mostafa Sahibi. Bonsoir. Bonsoir. Et en face, notre expert en sécurité et en stratégie, le colonel Hassan Saou, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir, colonel. Bonsoir, madame. Se joint à nous et pour représenter le ministère de la Justice, le ministère marocain de la Justice, Mostafa Ait Laraik, chef de division de la coopération bilatérale au ministère de la Justice. Donc, bonsoir Mostafa Ait Laraik et merci à vous également de vous joindre au débat ce soir. Bonjour et merci pour l'invitation. Marhaba. Alors, premier forum, donc, Mostafa Ait Laraik, premier forum pour les ministres de justice africains et avec un focus bien naturellement de cette région de l'Afrique atlantique que nous discutons d'ailleurs ce soir. Parlez-nous peut-être d'abord des objectifs, j'en ai cité quelques-uns dans mon introduction, et puis les sujets de discussion lors de ces 2 jours de forum, et peut-être aussi si vous pouvez partager avec nous le bilan de ce forum. Merci madame. D'abord, je commencerai par vous saluer pour le choix de cette thématique qui paraît très importante et très contextualisée. Le monde où nous vivons aujourd'hui, c'est un monde confronté à une transgression des frontières. Les risques sont beaucoup plus accrus au niveau de la zone atlantique de l'Afrique, comme vous le savez très bien. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrivait le processus atlantique des États africains qui a été initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui a fait aussi l'objet d'un certain nombre de réunions à haut niveau, au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui ont lancé une déclaration, comme vous l'avez bien cité, à Rabat le 8 juin 2022, et qui a été aussi suivi par un programme de travail, qui a décliné un certain nombre d'axes stratégiques sur lesquels les départements sectoriels devraient travailler. Et c'est dans ce contexte spécifique, en faisant suite à ce plan et à ce programme de travail, que le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, ont co-organisé ce forum, je dirais ce premier forum des États atlantiques des ministres de la Justice. La justice aujourd'hui, pour le Maroc, il faut l'appréhender autrement. Il faut qu'on s'attende à ce que le fait de reconceptualiser cette notion de la justice nous permettra de prendre en considération son aspect transversal. Et cette spécificité relève du fait qu'aujourd'hui nous ne faisons pas la justice pour faire la justice, nous faisons la justice pour l'environnement, pour la sécurité, je dirais pour les entreprises et pour le développement durable d'une manière en général.
Et cette acceptation, ou bien ce paradigme que nous adoptons aujourd'hui au niveau du ministère de la Justice, nous permettra d'aborder, dans le cadre de ce forum, un certain nombre d'axes qui sont majoritaires à notre sens. Il s'agit de la contribution de la justice dans l'établissement et la construction d'un espace africain atlantique sécurisé et stable. Et aussi le rôle de la justice dans la promotion de la culture des droits de l'homme, tout en prenant en considération la spécificité africaine, et le rôle aussi de la justice dans la création d'un environnement plus attractif des investissements et à la protection de l'économie. Aussi le rôle de la protection de l'environnement et du développement durable, sachant bien évidemment que la justice est une thématique qui figure beaucoup plus profondément, je vous dirais prioritairement dans les deux agendas, l'agenda 2030 des Nations Unies et aussi l'agenda pour l'Afrique de 2063. Très bien, nous allons revenir aussi un peu plus tard peut-être avec cette introduction très exhaustive sur justement le rôle de la justice dans cet espace afro-atlantique. Nous reviendrons bien sûr sur le bilan de ce premier forum de la justice de Sud-Sud. Mais avant, on parle de cet espace, oui. Alors, c'est une initiative, c'est une vision avant tout. Mustapha Sahini, comment est-elle née ? C'est une maturation qui s'est faite à travers un certain nombre de séquences. D'abord, je voudrais rappeler que la nécessité d'une ouverture, d'une valorisation de l'espace atlantique s'est manifestée en différentes circonstances. Je pense en particulier au voyage Sa Majesté le Roi en Amérique latine, en 2004, où le souverain visitait un certain nombre de pays, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, pendant plusieurs semaines. Donc il y avait là quelque chose d'intéressant, puisque ce sont des pays donc d'Amérique latine, et le Maroc a une façade atlantique, et donc il y a là potentiellement des possibilités de coopération. C'est venu aussi avec une autre dynamique complémentaire. C'est l'effort de développement en faveur des provinces sahariennes. Et les provinces sahariennes, évidemment, c'est important. Les provinces sahariennes récupérées, c'est plus de 1000 kilomètres. Plus 2000 jusqu'à Tanger, plus 500 kilomètres en Méditerranée. Et donc, il y avait là, oui, il y avait donc une nécessité de penser ce développement. Et penser ce développement, c'est prendre en compte, évidemment, l'insertion de la côte atlantique dans un espace. C'était un espace qui est fragmenté. C'est un espace qui est fragmenté. Il y a 23 pays. Et donc, il y avait là une vision royale intéressante qui a été mise en marche. Troisième élément, me semble-t-il, c'est peut-être aux yeux du souverain le fait que du côté de la Méditerranée et de la côte de la rive sud Méditerranée, il n'y avait pas grand-chose à faire. Du fait de Encore moins maintenant. Hein. Oui, du fait de la situation avec le pays voisin, vous le savez. Et donc, il y avait le projet de l'Union du Maghreb arabe de février 89 avec le traité de Marrakech est quasiment caduc maintenant. Donc, ça fait quand même 35 ans. Et donc, le souverain s'est trouvé devant une nouvelle situation et il a pensé qu'il fallait l'enjamber et la dépasser par un redéploiement sur la côte atlantique. J'ajoute un dernier point, c'est que nous avions déjà des éléments et des réseaux et des intérêts communs avec un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest qui sont sur la façade atlantique. Et c'est comme ça qu'il y a eu la combinaison de tous ces éléments-là avec un vecteur incitatif et même un moteur, c'est l'aménagement du pôle Dakhla. C'est une vision qui a été développée. Porte quand même le nom de Dakhla. Dans Atlantique. Ben voilà. Oui, c'est important. Le choix des mots est important et ça reste. Et donc, c'est un discours, vous savez, c'est un plan qui a été présenté en 2015, qui va jusqu'à 2030, qui va faire du port Dakhla Atlantique le grand port de la façade atlantique, évidemment. Et donc, il y a là ces éléments-là. Maintenant, cette diplomatie et cette ouverture et cette vision pour ce qui est de la promotion d'une identité atlantique est complémentaire à une autre approche royale qui est l'approche territoriale et continentale.
Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on marche sur deux pieds pour ce qui est du continent. Ce sont deux approches, parce que là, complémentaires. Absolument, qui sont dans la complémentarité, tout à fait. Voilà, c'est complémentaire et avec l'approche continentale, on a pratiquement fait le plein. On a fait le plein, c'est-à-dire on a fait le maximum de ce qui pouvait être fait. C'est pas achevé évidemment, mais c'est important. Et ça a été fait comment? Ça a été fait par des actes, par des initiatives. Nous avons plus de 1200 accords signés avec les pays africains. Il faut relever les voyages de souverains, plus de 40 visites dans les pays africains. Tout ça fait un capital, et c'est pour ça que le Maroc maintenant est au premier rang, si je puis dire, pour penser la consolidation de cette identité atlantique, mais l'insérer également dans une politique de partenariat avec les autres pays, mais aussi insérer cette façade atlantique dans un partenariat intercontinental, notamment avec l'Amérique latine. Nous y viendrons certainement sur cette connectivité, sur ce pont entre la rive Est et la rive ouest de l'Atlantique, et l'Atlantique Sud, il faut le préciser. Colonel Saoud, notre ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassel Bouletta, a affirmé récemment que l'Afrique atlantique, et d'ailleurs c'était au lendemain de la signature ou de la déclaration de Rabat, l'Afrique atlantique n'est pas seulement une entité géographique, mais bien plus, un espace géostratégique fondé sur une identité commune. Fin de citation. Quelle identité géopolitique et stratégique commune et convergente, au regard des diversités politiques, et comme le disait Mustafa Sahimi tout à l'heure à juste titre, d'un espace fragmenté, avec bien sûr au bon sens du terme, hein, bien évidemment. D'abord, madame, il faut saluer cette initiative de ce forum en ce qui concerne cette espèce de coopération judiciaire, parce qu'elle fait partie également de l'intégration de cet espace, et elle fait partie évidemment de cette vision sud-sud du Maroc. Cette vision, il ne faut pas l'oublier, elle part d'abord depuis l'accession de Sa Majesté sur le trône de ses ancêtres. Il a choisi la profondeur africaine. Et donc la profondeur africaine est le prolongement du Maroc en Afrique, parce que d'abord sa géographie le lui permet, et puis on découle dans une deuxième phase, la réintégration de l'Union africaine. Il ne faut pas l'oublier, c'est une date très importante. Et c'est à partir de là que toutes les initiatives ont commencé à se faire voir, et notamment celle-là. L'espace, il s'appelle désormais le processus des États atlantiques africains. C'est le nom qu'il porte maintenant. Il va de Cap Spartel jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. 23 pays, vous l'avez dit. Mais c'est un espace, ce qui s'appelle aujourd'hui un espace pertinent. Espace géopolitique, espace géostratégique, espace géoéconomique, espace de richesse, espace d'intégration, et le rôle qu'il joue par l'accès, il a accès à la Méditerranée, donc le Maroc devient un point nodal, Atlantique-Méditerranée, et Atlantique vers 20 pays d'Amérique latine, 2 pays nord-américains que vous connaissez, et 20 et quelques pays européens. Si ce projet a été fait, c'est justement parce qu'il a une dimension géopolitique très importante. Homogène. Et c'est homogène. Il y a du travail à faire encore, il faut le dire, tant les défis et les enjeux sont importants. C'est un espace qui est appelé à avoir une place importante dans la géopolitique mondiale. Et les enjeux, ils sont énormes. Il y a des enjeux évidemment environnementaux qui sont très importants, des enjeux d'aménagement des territoires à l'avenir, les enjeux des mégalopoles qui sont sur cet espace maritime-là, et puis des enjeux évidemment
d'essayer, comme l'initiative royale du désenclavement de certains pays enclavés. Ça fait partie aussi, c'est en liaison avec ce projet atlantique. Et donc c'est un espace qui est dans la dynamique mondiale. J'ouvre cette parenthèse. 361 millions de kilomètres carrés d'océans et de mers dans le monde. 70% de commerce, 90% de commerce et 70% d'activité. Et donc, c'est la mer est génératrice de richesse, génératrice d'intégration. Comme disait Bougari, le 19e siècle était le siècle de l'acier. Le 20e et encore plus le 21e sera le siècle de la mer. Et nous y voilà maintenant. Et la mer, le Maroc, comme pays maritime, qui a deux façades et un détroit, joue un rôle assez important dans la réalisation de cet espace. La preuve, c'est que le secrétariat général est implanté ici. Et donc, il y a un leadership qui est consenti par tous les partenaires pour que le Maroc puisse, avec nos partenaires Atlantique Sud, conduire ce projet. Tous les partenaires Atlantique Sud il y a 23 pays. L'Afrique du Sud regarde ailleurs pour le moment. Et dans une prospective, je pense qu'une fois que le projet sera évidemment visible à ses yeux, je pense qu'il n'hésitera pas à rejoindre ce projet qui est important. Et à l'avenir, et c'est mon souhait, un co-leadership Maroc-Afrique du Sud dans les bouts de l'Atlantique serait salutaire pour cet espace encore très pertinent. Encore très pertinent à plusieurs égards, parce que il y a des puissances aussi qui montrent beaucoup d'intérêt envers cet espace. Absolument. Nous allons y revenir. Il y a cette feuille de route. Comment peut-elle jeter les bases d'une institutionnalisation de cet espace, Mostafa Shahmi ? Une feuille de route qui repose sur 17 points, rappelons-le. Vous avez fait la liaison avec votre question sur cet espace est-il ou non homogène ? Il est hétérogène. L'état des lieux, c'est que c'est un espace hétérogène. Il y a tellement de différenciations ethniques, culturelles, ne serait-ce ethniques, économiques, économiques, etc. Donc, ça, le but de la recherche de l'identité commune. Absolument. Oui, mais il y a l'état des lieux. L'état des lieux, c'est un monde fragmenté, comme je dis, extrêmement hétérogène et ça implique du volontarisme. L'hypothèse que vous formulez pour ce qui est de l'Afrique du Sud, oui, ça se fera à terme, pas par choix idéologique des dirigeants de l'Afrique du Sud, etc., mais du fait de contraintes économiques majeures qui vont pousser l'Afrique du Sud à prendre ce train-là en marche. Alors, parmi les points importants, peut-être pour ce qui est sur la feuille de route, sur la feuille de route, je mets dans la feuille de route un premier volet. C'est l'initiative royale pour ce qui est du Sahel, le désenclavement et la fin de l'enclavement des 4 pays du Sahel. C'est important. Ça participe aussi de cette approche volontariste. L'identité africaine, c'est un certain nombre de points. Alors évidemment, c'est important. Il y a les aspects géopolitiques aussi. Mais il y a le dialogue politique avant les aspects géopolitiques. Oui, qu'est-ce qui vient avant ? Vous avez raison de m'interpeller sur ça, même si c'est une colle. C'est que ça implique évidemment qu'il y ait des relations bilatérales entre les uns et les autres qui soient relativement apaisées et que nous n'ayons pas des situations contentieuses comme celles que nous connaissons. Ça implique également une régulation et une maîtrise des défis, des grands défis qu'il y a dans la région. Ça commande également autre chose, c'est des mesures significatives pour la compétitivité, l'attractivité des 23 pays africains. Et là, je fais référence à ce qu'a dit notre ami du ministère de la Justice. Donc, un effort d'institutionnalisation des politiques judiciaires. Oui. Pourquoi ? L'investissement, c'est d'abord la confiance, d'un élément psychologique qui n'est pas mesurable.
mais c'est du ressenti. Mais la justice, l'investissement, enfin, j'y venais. Première chose, avant de parler de la confiance, c'est ce qui peut donner confiance à un investisseur, c'est de jeter un œil sur le système de justice d'un pays où il va mettre son capital. D'une autre manière, c'est la sécurité juridique. Absolument. Et la prévisibilité de la justice. Oui. Ce sont là des deux notions que nous retenons, nous, en tant que juristes, et notre ami sera certainement de cet avis. C'est-à-dire une justice qui fonctionne sur la base de textes, principe de l'égalité, mais en même temps qui fonctionne avec des prévisibilités, c'est-à-dire on connaît les risques et on connaît le tarif judiciaire. C'est pour ça qu'il faut saluer cette initiative du département de la justice, et je souhaite que d'autres départements chez nous prennent cette initiative dans d'autres secteurs. En coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Oui, donc ça, voilà. Effectivement, main dans la main, on va vers... Mais ça intéresse d'autres départements ministériels, vous avez raison. C'est l'addition des approches de la vingtaine de départements ministériels au Maroc qui va alimenter et nourrir nos positions diplomatiques sous la conduite et avec la mise en œuvre du département des Affaires étrangères. Il ne faut pas que ce soit des actions isolées. Autre défi aussi, problème du développement humain, évidemment, vous le savez, problème de l'environnement et de l'extrême vulnérabilité des pays de la façade, et puis la coopération sur sécurité, on va peut-être y revenir, oui. sans oublier une coopération économique rénovée. Ce sont des défis. Et c'est la capacité des 23 pays à prendre en charge ces défis qui peut donner à terme des résultats probants. Vous savez, pour finir, cet espace atlantique, donc, qui est en construction, c'est un chantier de 30 ans. C'est quelque chose à long terme. Non, il faut le dire, d'un chantier, mais c'est un grand chantier. C'est un grand chantier. Le Maroc est investi totalement dans cette aventure-là. C'est une aventure, évidemment, de construction. Preuve en est que le Maroc est investi, c'est que déjà, en ayant lancé cette initiative, en l'ayant en fait ressuscitée, parce qu'elle date de 2009, selon plusieurs observateurs. Et puis, il y a des axes principaux qui font que le Maroc a mis en place cet espace ou cette espèce de cadre pour cet espace qui tient du dialogue politique, mais aussi des enjeux sécuritaires, de l'économie bleue, puisqu'on parle d'enjeux économiques, de la connectivité, toutes les infrastructures qui soient liées à cet espace-là. Bien sûr, l'énergie n'est pas en reste, c'est l'un des premiers défis de tout le continent africain. Et puis, bien évidemment, le développement durable et tous les enjeux climatiques. Je vais peut-être revenir à Mustafa Aït-Lareit sur les principales recommandations peut-être ou ce qui est ressorti de ce premier forum de la justice sud-sud ou des pays de l'Afrique atlantique. D'une manière générale, ce qui a été convenu entre les États qui ont participé à ce premier forum, c'était d'abord, on a essayé un peu d'opter pour une convergence de points de vue par rapport à un certain nombre de sujets qui sont malheureusement jusqu'à maintenant traités d'une manière isolée dans notre espace africain. Je citerai l'exemple de la lutte contre le terrorisme dans le Maroc, pourrait enregistrer un échange croisé. Et on peut experter notre expérience en la matière parce qu'il est d'ailleurs reconnu au niveau mondial. Un certain nombre de pratiques qui ont été discutées dans ce sens-là, qu'elles soient correctionnelles ou prévisionnelles et préventives aussi. Donc, je citerai l'adhésion du Maroc et son dynamisme dans l'ensemble des conventions régionales et internationales pour contrecarrer ce fléau. Avec une approche, je dirais, non seulement sécuritaire, mais une approche purement judiciaire, en instrumentalisant bien évidemment les accords bilatéraux et multilatéraux en matière de coopération judiciaire. Je citerai notamment les conventions qui ont relation avec ce que nous appelons l'entraide judiciaire en matière pénale et l'ensemble des mécanismes de la coopération judiciaire qui sont à la fois prévus dans le cadre des conventions bilatérales et aussi dans le cadre des conventions multilatérales, telles que la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée,
qu'on appelle la Convention de Palerme, et toutes les conventions qui traitent la question du blanchiment des capitaux. Donc, nous avons exposé notre expérience en tant que pays et l'ensemble des pratiques que nous avons pu relever dans le cadre de nos relations de coopération judiciaire. Il y a aussi cet aspect qui a trait aux questions liées à la traite des êtres humains, de l'immigration clandestine, et aussi l'augmentation des crimes de blanchiment économique et financier. Donc, ce qui manquait, c'est pas l'introduction d'un certain nombre de normes à l'international, mais ce qui manquerait, c'est de produire des mécanismes de coopération très efficaces qui vont aborder les questions non seulement par une logique de consécration souveraine de la souveraineté. Il faut quand même que les principes qui gèrent la coopération judiciaire soient un peu allégés, de manière à ce qu'ils permettent aux autorités judiciaires et aux autorités centrales compétentes, dont nous appelons comme nous les appelons dans notre jargon, de pouvoir assurer une sorte d'impunité et de pouvoir par la suite poursuivre les criminels et assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Donc, cette notion d'espace, comme j'ai mentionné tout à l'heure, rime parfaitement avec la philosophie de la coopération judiciaire. Parce que si nous restons dans la configuration d'une juxtaposition d'États qui ratifie, qui adhère à un certain nombre de conventions d'une manière isolée, nous risquerons de laisser aux criminels et aux réseaux mafieux la possibilité de nous dépasser dans ce domaine, parce que il est impossible à un État seul, avec les moyens classiques dont il dispose, de contrôler ses frontières, d'où la pertinence de s'accorder sur les outils qu'on doit mettre en place pour pouvoir lutter contre cette transgression massive et active. Le potentiel dont dispose le ministère de la Justice en tant qu'expérience en matière de coopération judiciaire a été bien apprécié par les participants. Et nous avons aussi montré on a aussi parlé de certaines initiatives pour qu'on puisse venir en accompagnement et en appui en termes de coopération administrative et technique, dans tout ce qui a trait à ce que nous appelons, nous, l'administration judiciaire. Donc, pour pouvoir vraiment faire fonctionner la machine et les mécanismes de coopération judiciaire, il faut d'abord s'asseoir une justice institutionnelle très forte, capable de prononcer des jugements aux normes internationales aussi, capable aussi de réagir par rapport à la sérénité, à la fluidité, je dirais, des flux criminels. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons proposé aussi, et on était ouvert sur la question de coopérer en matière administrative et technique dans le domaine de l'administration judiciaire. Moustapha Idlarei, combien de pays, justement, ont répondu présent à cette manifestation de la plus grande importance, surtout qu'elle concerne le socle de toute société, qui est la justice? Ouais. La majorité des États ont répondu présent. Très bien. On est sur 18 sur 23, et ceux qui n'ont pas pu venir, ça veut dire qu'il y a eu des contraintes d'agenda, d'agenda, etc. Mais au niveau des experts, parce qu'il y a eu des réunions entre experts, et tout le monde, on était dans la convergence totale par rapport à ces fléaux face auxquels on devrait mobiliser l'appareil judiciaire et tout son potentiel pour pouvoir affronter ces défis. Je dirais aussi que notre engagement dans le cadre de la coopération judiciaire, nous ne sommes plus dans un sens unique, c'est-à-dire le Maroc, il est aussi susceptible d'accueillir et d'accepter les autres expériences, parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Dans l'espace africain. On est dans l'échange, après, on n'est pas dans le... Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce concept d'échange aussi qui est important. Voilà. C'est exactement ça, madame.
Exact, c'est comme le disait Mustafa Sahimi, enfin le chuchoter, le partage, effectivement. Et tout est dans le partage et ça fait en fait partie même de la doctrine du Maroc quand il s'agit de coopération internationale. Les enjeux sécuritaires, donc on a parlé de la justice, colonel Hassan Saoud, parlons des enjeux sécuritaires. Il y a bien sûr la piraterie, il y a une montée de l'extrémisme violent, du terrorisme, dont n'échappe pas certains pays de cet espace, et qui fait que ce sont des enjeux certes, ce sont des défis certes, mais dont les réponses plutôt existent et sont déjà, pour certains pays, sont déjà appliquées et donnent de bons résultats. C'est vrai que cet espace insécure plutôt est du côté du golfe de Guinée. Du golfe de Guinée qui est quand même le ventre mou concernant la piraterie. Mais depuis 2017 jusqu'ici, il y a des efforts importants qui ont été faits. Et alors aujourd'hui, on est passé de 300 actes de piraterie au brigandage, on est passé à 65. Même si depuis 2022, il y a eu une augmentation de 5 actes de piraterie. Mais il y a un effort important. Et il y a le problème de la criminalité transnationale organisée maritime. Il y a le trafic des armes. Tout ça, c'est des enjeux qui sont... Trafic de drogue aussi. Le trafic de drogue. Et le terrorisme, évidemment, qui est aussi prégnant. Dans une vision prospective, il faut essayer de juguler le terrorisme parce qu'il lorgne sur le littoral. Il a besoin d'une ère de la guerre et l'océan, lui, pourra lui procurer de l'argent. Donc, il faut que le terrorisme n'arrive pas sur les côtes. Ça, c'est un enjeu. Naturellement, il y a beaucoup de dispositifs anti-piraterie, d'abord. Il y a une disposition des Nations Unies qui est importante, c'est la 2018 sur la mer et l'invitation aux pays, notamment africains, à mettre tous les outils pour juguler ces méfaits dans un but de développement. Il y a les dispositifs régionaux, ce qui s'appelle les centres régionaux de la sécurité maritime. Il y en a deux. La CRESMAC pour l'Afrique centrale et la CRESMAO pour l'Afrique occidentale. C'est ça Et puis, il y a évidemment des mesures nationales, sauf que dans le domaine de la piraterie, nous avons fait quelques prospections territoriales. La coordination n'arrive pas à être au bout du compte. Il y a des problèmes de gouvernance sécuritaire. Il y a des problèmes, évidemment, de gouvernance, tout court. Et on oublie souvent, malheureusement, dans cet espace-là, que la piraterie se combat à terre, pas en mer. Pas en mer, oui. Pourquoi ? Parce que le pirate, il va en mer pour avoir des enlèvements, il y en a beaucoup, mais il revient à terre. Et donc, c'est en terre ferme que les choses doivent se faire, c'est-à-dire en amont. Ça, il faut l'intégrer et il faut davantage d'échanges entre les structures, ce qu'on appelle les structures dédiées. Alors, en parlant de cela, colonel Saoud, il y a un point très important. Est-ce qu'il y a des puissances qui ont des vues, enfin, il y a des puissances internationales, de grandes puissances internationales qui ont des vues sur cet espace atlantique de l'Afrique. Je reviendrai à cette information qui date d'il y a 2 ans, selon le Wall Street Journal, qui s'appuyait sur des documents de la CIA, que la Chine serait tentée d'installer une base militaire permanente en Guinée équatoriale, qui n'a pas vu le jour, certes. Pas encore. Pas encore, vous dites. Et ça serait la première base navale chinoise du côté ouest du continent africain, parce qu'elle en dispose déjà du côté bien sûr. Oriental. Voilà, du côté de la Corne de l'Afrique. Il faut regarder l'Afrique dans son attractivité globale. Vous savez, il y a au moins 10 pays qui sont en Afrique maintenant. Chine, Afrique, États-Unis, Afrique, Inde, la Russie Afrique, qui fait aussi des manœuvres Russie, navales Afrique. avec l'Afrique du Sud. C'est un espace attractif. Et la mer ou l'océan africain est encore plus attractif.
il faut le dire, c'est ça qui produit des richesses, c'est ça. Et donc, toutes les puissances ne lésineront pas à s'installer sous forme de base ou sous quelque forme que ce soit en Afrique. Évidemment, il y a la volonté des États dans le cadre de l'exercice de leur souveraineté, ça dépend d'eux, mais tout le monde... Est-ce qu'on peut parler d'une identité justement commune et en même temps, parallèlement, d'une souveraineté, d'une affirmation de soi? Je pense que l'une ne va pas sans l'autre. La souveraineté, il y a un espace pour la souveraineté. Hein, même dans les accords, il y a cette latitude nationale à exercer tout son droit de la mer, etc. Mais il y a aussi ce côté où se fond, où la souveraineté est fondue dans un intérêt global général ou dans un espace stratégique quelconque. Je pense que les deux ne sont pas contradictoires, mais compte tenu de ce qui se fait maintenant, la mise en conformité des arsenaux, ça participera évidemment à cette conformité des arsenaux juridiques qui vont aller de l'avant. Je pense aussi que, en ce qui concerne le Maroc, il faut saluer les centres de réflexion, les instituts de recherche. Je parlerai de l'Institut royal des études stratégiques, de l'ESOP Policy Center New South, qui ont fait un travail énorme. Qui font encore un travail. Et qui le font encore. Ils font encore. Il y a des publications, mais moi je me demande bien qu'est-ce qu'on fait des publications du côté des autorités publiques. Et là, il ne s'agit pas que d'Afrique atlantique. Je vais ouvrir une petite parenthèse de l'Afrique globalement, des sujets qui touchent aussi à notre économie, des sujets qui touchent aussi à la gestion de la chose publique au Maroc, mais aussi de manière générale. Et vous faites bien de le rappeler. C'est une source inestimable de connaissances qu'il faut quand même davantage optimiser, si je puis me permettre. C'est un outil d'aide à la décision. Cet espace peut gagner, la construction de cet espace peut gagner en rapidité en se servant de ces outils de réflexion qui sont éminemment pertinents et très constructifs. Merci de le rappeler, colonel Saoud. Ce n'est que justice rendue à ces institutions. Merci beaucoup. Professeur Strimi, peut-être une réaction rapide avant de parler de l'autre volet important en dehors de l'Afrique, c'est le rapprochement avec l'Amérique latine. Oui, mais auparavant, je voudrais rajouter parmi les instituts, l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Oui, c'est important, qui a fait un travail d'ailleurs sur ça, etc. Absolument. Je voudrais ajouter aussi la question que vous avez posée sur identité atlantique et souveraineté. Ce sont, me semble-t-il, deux registres différents. La souveraineté, c'est l'exercice par un État de la plénitude de ses attributions sur un territoire. L'identité, c'est un facteur d'appropriation culturelle. Oui. C'est différent. Et le danger, c'est que nous observons dans un certain nombre de pays africains, continentaux et atlantiques, c'est que, de fait, c'est une souveraineté limitée. Dans un certain nombre de séminaires, pour des raisons économiques, financières, sécuritaires, idéologiques, etc. Donc, il faut plaider, c'est le travail du Maroc, il faut plaider pour faire prévaloir, malgré ces contraintes objectives, plaider donc une identité atlantique qui va se mettre du temps à se construire. En liaison avec ça, je voudrais relever que la politique marocaine, ça a été précisé à différentes reprises d'ailleurs par le responsable de notre diplomatie, Hassan Bouita, la mobilisation du Maroc pour l'Atlantique Sud ne se fait pas au détriment de ce qui est fait dans le continent. En Afrique, il y a 8 organisations régionales. Et donc, le Maroc veille à ce qu'il y ait une coopération sur ce plan-là. Maintenant, je reviens à l'Amérique latine. Évidemment, c'est important. C'est important parce que nous assistons à un phénomène intéressant qui est un basculement géostratégique, vous le savez, de l'Atlantique vers le Pacifique. Oui. Ça, j'y reviens pas. Et ça a été relevé d'ailleurs déjà par le président Obama qui avait pris des mesures
pour faire Ça avait pivoter, commencé là. le président Obama pour faire pivoter la politique extérieure de son pays vers l'Asie Sud-Est, avec donc une minoration de problèmes sur le Moyen-Orient. Le président Obama n'a pris aucune initiative pour le Proche-Orient, pour la Palestine, etc. Pour ce qui est de l'Europe, c'était secondaire, etc. Et donc il y a là une possibilité pour cette façade Atlantique Sud d'être une sorte d'interface avec l'autre façade d'Amérique latine, d'autant que ça offre des possibilités de coopération. J'ai parlé du Brésil, qui est extrêmement important. En parlant du Brésil, je voudrais juste revenir, si vous le permettez, Mostafa Sami, je vous interrompre, le temps de partager avec nos téléspectateurs cet article, cette analyse parue dans un média brésilien respecté, qui justement c'est un article élogieux et qui parle du Maroc comme la nouvelle route de la prospérité, qu'on peut comprendre, même si on n'est pas très brillant en portugais, mais l'auteur de cet article, qui est d'ailleurs de l'université George Washington, souligne que grâce aux investissements entrepris sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est doté désormais du principal port, c'est ce qu'on peut voir, d'Afrique du Nord à Tanger, bientôt le prochain, l'Afrique avec Dakhla Atlantique. Le Maroc aussi, et de rajouter que le Brésil a toujours priorisé ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Le Maroc a permis aux pays subsahariens d'accéder aux marchés internationaux BRICS, Occident et MENA. Le média évoque aussi la fascination des Européens et des Latino-Américains pour le Maroc en raison de son histoire millénaire, de sa position géographique et de ses projets. Et bien sûr, il y a là le rôle aussi d'OCP, du groupe OCP, pour l'essor de l'agriculture, que ce soit au Brésil d'ailleurs, ou c'est un des ponts, en tout cas, qui est déjà existant entre les deux rives de l'Atlantique. Alors, vous avez fait référence au groupe OCP, évidemment. On a pu parler, moi je l'ai fait une fois, d'une diplomatie phosphatière. Oui. Qui est un complément et un vecteur d'accélération et de consolidation de la politique étrangère du Maroc. Ça se vérifie en Afrique, avec tout ce qui a été fait au Kenya, ailleurs, etc., des usines d'engrais, etc. Ça se vérifie aussi par quelque chose d'assez spécial qu'il faut relever. C'est que le groupe OCP a réussi à mettre au point des phosphates et des engrais adaptés à la nature des sols de chacun des pays ou même des différentes régions de chacun des pays. C'est un travail extrêmement pointu. De recherche, bien oui, sûr, vous avez fait référence aussi au Brésil. Le groupe OCP a une grande entreprise en partenariat d'ailleurs au Brésil qui est extrêmement importante parce que c'est un marché. Autre chose aussi, pour ce qui est de l'Amérique latine, ça remonte à une vingtaine d'années, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment le point d'orgue, c'était la visite royale dans 4 pays, vous savez, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, je le répète. Mais il y a eu aussi autre chose. En 2004 a été signé un accord entre le Maroc et Mercosur. Complétons encore avec ceci. En 2015, une dizaine d'années après, le Maroc a adhéré à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. C'est peu connu, mais c'est important. Donc il y a là des dispositifs, des vecteurs de coopération qui sont importants. Enfin, le Maroc a des atouts particuliers qui sont connus, j'y reviens pas, mais c'est le fait que c'est le seul pays qui permet aux 22 autres de la côte atlantique de pouvoir faire leur place dans les accords de libre-échange. Le Maroc a un accord de libre-échange avec les États-Unis depuis 2006. Il a des accords particuliers avec le Canada. Est-ce que c'est une bonne chose pour les gens qui nous regardent, qui sont en Afrique justement? C'est un atout. Est-ce que c'est un atout ou ça risque de plomber? Parce qu'il y a eu certaines réticence par rapport à cela, le fait que le Maroc ait noué autant d'accords de libre-échange, parce que ce ne sont pas les ALE qui manquent dans notre, alhamdoulilah, dans notre... 54. Exact. 54 accords de libre-échange. Est-ce que les pays africains peuvent... Comment ces pays africains peuvent en bénéficier? En avançant dans cet espace-là, ou par région, ou par sous-région, sur la base d'accords de libre-échange. C'est d'ailleurs le programme de l'Union africaine,
puisque la zone de libre-échange africaine est prévue, donc, dans le cadre du programme 2063, elle est prévue, elle est en cours difficilement, l'abordement est en cours. Donc le Maroc est pionnier sur ce plan-là, parce qu'il a un statut de pays lié à une centaine d'autres pays de libre-échange sur la base de 54 accords. Et voilà un marché marocain qui offre des possibilités de coopération triangulaire entre un pays de la façade atlantique, le Maroc et les États-Unis. Ce sont des marchés extrêmement importants. C'est toujours l'Atlantique. Mais oui, voilà, c'est l'Atlantique Est et l'Atlantique Ouest. Nord et l'Atlantique et c'est le Maroc qui est le mieux placé. J'ajoute encore le Maroc est le mieux placé parce que c'est un des rares pays qui a ce statut-là d'être donc sur la façade atlantique avec seulement deux autres pays européens, en l'occurrence donc la France et l'Espagne. Accessoirement, on peut ajouter le Royaume-Uni du fait de Gibraltar. Mais voilà trois pays qui ont ce statut particulier, et donc il y a là autant de possibilités de coopération triangulaire. Enfin, peut-être un dernier point, tout ça ne peut se faire que sur la base d'une stabilisation des États, une politique d'inclusion, de développement. Il faut qu'il y ait appropriation de cette identité atlantique, pas seulement par les gouvernants, avec beaucoup de problèmes de stabilité, etc., vous le savez, mais donc qu'il y ait une appropriation sur la base de la stabilité, de l'état de droit, des libertés, pour pouvoir arriver à une convergence des politiques nationales de justice, je fais référence à ce qu'a dit notre invité, parce que chacun va adapter ça, et puis aussi s'adapter aux contraintes et aux engagements des instruments internationaux. Il y a là une piste, il faut un effort interne de réforme, dans tous les domaines, mais en même temps, il faut veiller à une mise à niveau des législations nationales, judiciaires, fiscales et autres, etc., par rapport aux instruments internationaux. Justement, je voudrais donner le dernier mot à Mustafa Ait Laraik, qui est avec nous, donc représentant le ministère de la Justice, avec ce forum donc qui s'est tenu ces 2 jours à Rabat, qui a réuni les ministres de justice de l'essentiel des pays formant cet espace afro-atlantique. Mustafa Ait Laraik, quelle est la prochaine étape? Donc c'est le premier forum qui va certainement donner naissance à d'autres initiatives en vue d'un rapprochement des systèmes judiciaires des pays africains, tout en maintenant, bien sûr, encore une fois, la souveraineté de chacun, cela va de soi. Dans le cadre de la poursuite de ce forum, d'ailleurs, il faut mentionner que dans la déclaration elle-même de Rabat, qui concerne les ministres de la Justice de ce processus, et on a prévu qu'il y aurait des commissions spécifiques qui vont assurer le suivi de toutes les discussions et tous les engagements dans le cadre de cette déclaration. Donc ça, c'est pour répondre à la question de la pérennisation. Très bien. Ça d'une part. D'autre part, toute notre orientation par rapport, dans le cadre de la coopération judiciaire, devrait être prioritaire par rapport à ces 23 États. Il y aura certainement, on va essayer d'actualiser et de reformuler d'autres conventions internationales de manière à les adapter à la déclaration de Rabat. Et ça commencera certainement par un certain nombre d'échanges entre les experts qui vont voir les possibilités techniquement offertes chez les uns et chez les autres, parce qu'il s'agit aussi de travailler sur un rapprochement des systèmes judiciaires et un rapprochement aussi législatif, parce qu'on ne pouvait pas orchestrer une coopération judiciaire dans ce cadre de cet espace judiciaire sans pouvoir travailler une sorte de rapprochement ou de convergence réglementaire et législative et de comprendre bien évidemment les contraintes des uns et des autres, et aussi porter une importance très importante à un échange qui porte sur la modernisation de l'administration judiciaire et sa gouvernance, parce que c'est aussi un socle très 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 important sur lequel on peut bâtir une confiance mutuelle
et une efficacité dans nos systèmes judiciaires. Il y a un point important, justement, c'est la confiance, et on sent quand même qu'il y a cette relation de confiance entre le Maroc et ces pays frères au sud du Sahara. C'est-à-dire que avant toute coopération ou accord ou même espace élargi, il y a cet élément de confiance qui est primordial. Encore une fois, mes remerciements à vous, Mustapha Ait Laraik. Merci d'avoir participé avec nous à cette émission. Marhaba. Merci, madame. Merci à vous également. Mustapha Sahimi. Merci à vous. Merci, colonel Hassan Saoud. Barakallahu fik. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Thank you.